Chant 18. Argument. Disgrâce de Charles et de sa troupe dorée. Je ne connais dans l'histoire du monde aucun héros, aucun homme de bien, aucun prophète, aucun parfait chrétien qui n'ait été la dupe d'un vaurien, ou des jaloux, ou de l'esprit immonde. La Providence en tout temps éprouva mon bon roi Charles avec mainte détresse. Dès son berceau fort mal on l'éleva. Le Bourguignon poursuivit sa jeunesse. De tous ses droits son père le priva. Le Parlement de Paris près Gonesse, tuteur des rois, son pupille ajourna. De ses beaux lys un chef anglais s'orna. Il fut errant, manquant souvent de messe et de dîner, rarement séjourna en même lieu. Mère, oncle, ami, maîtresse, tout le trahit ou tout l'abandonna. Un pape anglais partagea la tendresse de son Agnès, et l'enfer déchaîna Hermaphrodix, qui par magique adresse, pour quelque temps la tête lui tourna. Il essuya des traits de toute espèce, il les souffrit, et Dieu lui pardonna. De nos amants la troupe fière et leste s'acheminait loin du château funeste, où Belzébuth dérangea le cerveau des chevaliers d'Agnès et de Bonneau. Il côtoyait la forêt vaste et sombre, qui d'Orléans porte aujourd'hui le nom. À peine encore l'épouse de Titon, en se levant, mêlait le jour à l'ombre. On aperçut de loin des hoquetons, aux ronds bonnets, aux écourtés jupons. Leur corselet paraissait mi-parti de fleurs de lys et de trois léopards. Leur roi fit halte, en fixant ses regards sur la cour dans la forêt blottie. Dunois et Jeanne avancent quelques pas. La tendre Agnès, étendant ses deux bras, dit à son Charles « Allons, fuyons, mon maître ». Jeanne en courant s'approcha, vit paraître des malheureux deux à deux enchaînés, les yeux en terre et les fronts consternés. « Hélas, ce sont des chevaliers, dit-elle, qui sont captifs, et c'est notre devoir de délivrer cette troupe fidèle. Allons, bâtards, allons et faisons voir ce qu'est Dunois et ce qu'est la pucelle. » Lance en arrêt, il fonde à ces mots sur les soldats qui gardaient ses héros. Au fier respect de la puissante Jeanne et de Dunois, et plus encore de l'âne, d'un pas léger ces prétendus guerriers s'en vont au loin comme des lévriers. Jeanne aussitôt, de plaisir transportée, complimenta la troupe garrottée. Beau chevalier, que l'Anglais m'y offert, remerciez le roi qui vous délivre. Baisez sa main, soyez prêts à le suivre, et vengeons-nous de ces Anglais pervers. Les chevaliers, à cette offre courtoise, montraient encore une face sournoise, baissaient les yeux. Lecteur impatient, vous demandez qui sont ces personnages dont la pucelle animait les courages. Ces chevaliers étaient des garnements qui, dans Paris payés pour leur mérite, allaient ramer sur le dos d'Amphitrite. On les connut à leur accoutrement. En les voyant, le bon Charles soupire. Hélas, dit-il, ces objets dans mon cœur ont enfoncé les traits de la douleur. Quoi, les Anglais règnent dans mon empire? C'est en leur nom que l'on rend des arrêts. C'est pour eux seuls que l'on dit des prières. C'est de leur part, hélas, que mes sujets sont de Paris envoyés aux galères. Puis le bon prince, avec compassion, daigne approcher du maître compagnon, qui de la file était mis à la tête. Nul malandrin n'eut l'air plus malhonnête. Sa barbe tord son brage un long menton. Ses yeux tournés, plus menteurs que sa bouche, portent en bas un regard double et louche. Ses sourcils roux, mélangés au retors, semblent loger la fraude et l'imposture. Sur son front large, l'audace et l'injure, l'oubli des lois, le mépris des remords. Sa bouche écume et sa dent toujours grince.
La sycophante, à l'aspect de son prince, affecte un air humble, dévot, contrit, baisse les yeux, compose et radoucit les traits hagards de son affreux visage. Tel est un dogue au regard impudent, au gosier rauque, affamé de carnage. Il voit son maître, il rampe doucement, lèche ses mains, le flatte en son langage, et pour du pain devient un vrai mouton. Ou tel encore on nous peint le démon, qui, s'échappant des gouffres du Tartare, cache sa queue et sa griffe barbare, vient parmi nous, prend la mine et le ton, le front tondu d'un jeune anachorète, pour mieux tenter sœur rose ou sœur discrète. Le roi des Francs, trompé par le félon, lui témoigna commisération, encouragea par un discours affable. Dis-moi quel est ton métier, pauvre diable, ton nom, ta place, et pour quelle action le Châtelet, avec tant d'indulgence, te fait ramer sur les mers de Provence. Le condamné, d'un ton de doléance, lui répondit: ô monarque trop bon, je suis de Nantes, et mon nom est Frelon. J'aime Jésus d'un feu pur et sincère. Dans un couvent je fus quelque temps frère. J'en ai les mœurs, et j'eus, dans tous les temps, un très grand soin du salut des enfants. À la vertu, je consacrai ma vie. Sous les charniers qu'on dit des innocents, Paris m'a vu travailler de génie. J'ai vendu cher mes feuilles à Lambert. Je suis connu dans la place Maubert. C'est là surtout qu'on m'a rendu justice. Des indévots, quelquefois par malice, m'ont reproché les faiblesses du froc, celles du monde et quelques tours d'escroc, mais j'ai pour moi ma bonne conscience. Ce bon propos toucha le roi de France. Console-toi, dit-il, et ne crains rien. Dis-moi, l'ami, si chaque camarade qui vers Marseille allait en ambassade, ainsi que toi, fut un homme de bien. Ah, dit Frelon, sur ma foi de chrétien, je réponds d'eux ainsi que de moi-même. Nous sommes tous en un moule jetés. L'abbé Coyon, qui marche à mes côtés, quoi qu'on en dise, est bien digne qu'on l'aime. Point étourdi, point brouillon, point menteur, jamais méchant ni calomniateur. Maître Chaumet, dessous sa mine basse, porte un cœur haut, plein d'une sainte audace. Pour sa doctrine, il se ferait fesser. Mais Gauchat pourrait embarrasser tous les rabbins sur le texte et la glose. Voyez plus loin cet avocat sans cause. Il a quitté le barreau par le ciel. Ce sabotier est tout pétri de miel. Ah, l'esprit fin, le bon cœur, le saint prêtre. Il est bien vrai qu'il a trahi son maître, mais sans malice et pour très peu d'argent. Il s'est vendu, mais c'est au plus offrant. Il trafiquait comme moi de libelles. Est-ce un grand mal? On vit de son talent. Employez-nous, nous vous serons fidèles. En ces temps-ci, la gloire et les lauriers sont dévolus aux auteurs des charniers. Nos grands succès ont excité l'envie. Tel est le sort des auteurs, des héros, des grands esprits, et surtout des dévots, car la vertu fut toujours poursuivie. Oh, mon bon roi, qui le sait mieux que vous? Comme il parlait sur ce ton tendre et doux, Charles aperçut deux tristes personnages, qui des deux mains cachaient leur gros visage. Qui sont, dit-il, ces deux rameurs honteux? Vous voyez là, reprit l'homme aux semaines, les plus discrets, les plus vertueux de ceux qui vont sur les liquides plaines. L'un enfantin, prédicateur des grands, humble avec eux, au petit débonnaire. Sa piété ménagea les vivants, et, pour cacher le bien qu'il savait faire, il confessait et volait les mourants. L'autre est Brisait, directeur de nonnettes, peu soucieux de leur faveur secrète, mais s'appliquant sagement les dépôts, le tout pour Dieu. Son âme pure et sainte méprisait l'or,
mais il était en crainte qu'il ne tombât aux mains des indévots. Pour le dernier de la noble séquelle, c'est mon soutien, c'est mon cher la Baumelle. De 10 gredins qui m'ont vendu leur voix, c'est le plus bas, mais c'est le plus fidèle. Esprit distrait, on prétend que parfois, tout occupé de ses œuvres chrétiennes, il prend d'autrui les poches pour les siennes. Il est d'ailleurs si sage en ses écrits. Il sait combien, pour les faibles esprits, la vérité souvent est dangereuse, qu'aux yeux des sots sa lumière est trompeuse, qu'on en abuse, et ce discret auteur, qui toujours d'elle eut une sage peur, a résolu de ne la jamais dire. Moi, je l'ai dit à votre majesté, je vois en vous un héros que j'admire, et je l'apprends à la postérité. Favoriser ceux que la calomnie voulut noircir de son souffle empesté, sauver les bons des filets de l'impie, délivrez-nous, vengez-nous, payez-nous. Foi de frélon, nous écrirons pour vous. Alors il fit un discours pathétique contre l'anglais et pour la loi salique, et démontra que bientôt sans combat, avec sa plume, il défendrait l'État. Charles admira sa profonde doctrine. Il fit à tous une charmante mine, les assurant avec compassion qu'il les prenait sous sa protection. La belle Agnès, présente à l'entrevue, s'attendrissait, se sentait tout émue. Son cœur est bon, femme qui fait l'amour, à la douceur est toujours plus encline que femme prude ou bien femme héroïne. Mon roi, dit-elle, avouez que ce jour est fortuné pour cette pauvre race. Puisque ces gens contemplent votre face, ils sont heureux, leurs fers seront brisés, votre visage est visage de grâce. Les gens de loi sont des gens bien osés, d'instrumenter au nom d'un autre maître. C'est mon amant qu'on doit seul reconnaître. Ce sont pédants en juges déguisés. Je les ai tus, ces héros d'écritoire, de nos bons rois, ces tuteurs prétendus, bourgeois altiers, tirant en robe noire, leurs pupilles ôtées ses revenus. Par devant eux, le cité en personne et gravement confisqué sa couronne. Les gens de bien qui sont à vos genoux, par leur arrêt sont traités comme vous. Protégez-les, vos causes sont communes. Proscrits comme eux, vengez leur infortune. De ce discours, le roi fut très touché. Vers la clémence, il a toujours penché. Jeanne, dont l'âme est d'espèce moins tendre, soutint au roi qu'il les fallait tous pendre, que les frelons et gens de ce métier n'étaient tous bons qu'à garnir un poirier. Le grand Dunois, plus profond et plus sage, en bon guerrier est un autre langage. Souvent, dit-il, nous manquons de soldats. Il faut des dos, des jambes et des bras. Ces gens, non. Et dans nos aventures, dans les assauts, les marches, les combats, nous pouvons bien nous passer d'écriture. Enrôlons-les, mettons-leur des deux mains, au lieu de rame, un mousquet à la main. Ils barbouillaient du papier dans les villes, qu'au champ de Mars ils deviennent utiles. Du grand Dunois, leur roi goûta la vie. À ses genoux, ces bonnes gens tombèrent, en soupirant, et de pleurs les baignèrent. On les mena sous l'auvent d'un logis, où Charles, Agnès et la troupe dorée, après dîner, passèrent la soirée. Agnès eut soin que l'intendant Bonneau fit bien manger la troupe délivrée. On leur donna les restes du cerceau. Charles et les siens assez gaiement soupèrent, et puis Agnès et Charles se couchèrent. En s'éveillant, chacun fut bien surpris de se trouver sans manteau, sans habit. Agnès en vint chercher ses engageantes, son beau collier de perles jaunissantes et le portrait de son royal amant. Le gros Bonneau, qui gardait tout l'argent, bien enfermé dans une bourse mince, ne trouve plus le trésor de son prince. Linge, vaisselle, habits, tout est troussé, tout est parti. La horde griffonnante, sous le drapeau du gazetier de Nantes, d'une main prompte et d'un zèle empressé,
pendant la nuit, avait débarrassé notre bon roi de son leste équipage. Il prétendait que pour de vrais guerriers, selon Platon, le luxe est peu d'usage. Puis, s'esquivant par de petits sentiers, au cabaret la proie ils partagèrent. Là, par écrit doctement ils couchèrent, un beau traité bien moral, bien chrétien, sur le mépris des plaisirs et du bien. On y prouva que les hommes sont frères, nés tous égaux, devant tous partager les dons de Dieu, les humaines misères, vivre en commun pour se mieux soulager. Ce livre saint, mis depuis en lumière, fut enrichi d'un docte commentaire pour diriger l'esprit et le cœur avec préface et l'avis au lecteur. Du clément roi la maison consternée est cependant au trouble abandonnée. On courant vint dans les champs, dans les bois. Ainsi jadis on vit le bon Finet, prince de Thrace, et le pieux Finet, tout effaré de frayeur pantois, quand à leur nez les gloutonnes harpies, juste à midi de leur antre sortis, vinrent manger le dîner de ces rois. Agnès timide et Dorothée en larmes ne savent plus comment couvrir leur charme. Le bon Bonneau, fidèle trésorier, les faisait rire à force de crier. Ah, disait-il, jamais pareille perte dans nos combats ne fut par nous soufferte. Ah, j'en mourrai, les fripons m'ont tout pris. Le roi, mon maître, est trop bon, quand j'y pense. Voilà le prix de son trop d'indulgence. Et ce qu'on gagne avec les beaux esprits. La douce Agnès, Agnès compatissante, toujours accorte et toujours bien disante, lui répliqua: mon cher et gros Bonneau, pour Dieu, gardez qu'une telle aventure ne vous inspire un dégoût tout nouveau pour les auteurs et la littérature. Car j'ai connu de très bons écrivains, ayant le cœur aussi pur que les mains, sans le voler, aimant leur roi, leur maître, faisant du bien sans chercher à paraître, parlant en prose, en vers mélodieux, de la vertu, mais la pratiquant mieux. Le bien public est le fruit de leur veille. Le doux plaisir, déguisant leurs leçons, touche les cœurs en charmant les oreilles. On les chérit, et s'il est des frelons, dans notre siècle, on trouve des abeilles. Bonneau reprit: mais que m'importe, hélas, frelons, abeilles, et tout ce vin fatras, il faut dîner, et ma bourse est perdue. On le console, et chacun ses vertus, en vrai héros endurci au revers, à réparer les dommages soufferts. On s'achemine aussitôt vers la ville, vers ce château, le noble et sûr asile du grand roi Charles et de ses paladins, garni de tout et fourni de bon vin. Nos chevaliers à moitié s'équipèrent, fort simplement les dames s'ajustèrent. On arriva mal en point, harassé, un pied tout nu, l'autre à demi chaussé.